C'était très important cette période-là où il a découvert l'univers du fantasmatique. Dans son délire, Roderick Farrell a regroupé autour de lui des jeunes tout à fait paumés qui vont adhérer à ses visions sataniques et gothiques. C'est clair que cette identité-là lui permettait d'être quelqu'un dans la vie, ce qu'il n'était pas dans la réalité. Il est également fascinant de constater que dans l'appartement qu'occupaient Rod et Sandra avait tracé un pentagramme sur toute la surface du plancher. Ils essaient de se livrer à des rituels de magie noire. Les vampires n'existent pas, mais ils aiment à croire que si. En ce 25 novembre 1996, Belinda North assure son quart de travail de 16h à minuit au Regional Medical Emergency Service de Mount Dora, en Floride. 911, where is your emergency? À 22h31, elle reçoit un appel qu'elle n'oubliera jamais. My emergency is in Eustis, Florida. 24135 Green Tree Lane. I need 2 ambulances. My mother and father have just been killed. I just walked in the door. I don't know what happened. But they're dead. Okay, ma'am. What's your first name? My name is Jennifer. My last name is Wendorf. Okay, and what makes you think that they've been killed? There's blood everywhere. Okay, we're on the way. We also have law enforcement on the way also. Is anybody there with you? My sister's gone. I don't know where she is. She's gone. What do you mean? She lives there with your parents? She should be here. She's only 15 years old. And she's gone. Okay. What I want you to do, ma'am, is I want you to get out of the house and go and sit in your car, okay? If you don't know if anybody's still in the house, then you don't know if anybody's going to. I can't go in there. I can't. I'm afraid to leave my room, to leave my sister's room. I want you to stay on the phone with me, okay? Okay. All right. The ambulance is there, and they're just going to wait for law enforcement to go in, okay? That's our procedure. Okay. Can I go outside now? Well, no. I want you to wait until law enforcement goes in. Well, the ambulances are there, right? Yes, they're on scene. Moins de 9 minutes après avoir reçu l'appel d'urgence, les agents du bureau du shérif de Lake County débarquent à la résidence des Wendorf. Dès l'arrivée des policiers, la scène de crime leur permet de reconstituer un peu les événements du drame. D'abord, il y a Richard Wendorf qui est toujours étendu sur le divan, la tête littéralement fracassée. Visiblement, il a été frappé à plusieurs reprises par un objet contondant. Les policiers sont persuadés que Richard Wendorf a été assassiné alors qu'il s'était assoupi sur le divan. Le téléviseur, d'ailleurs, est toujours en fonction. Lorsqu'ils arrivent dans la cuisine, en fait, à l'entrée de la cuisine et du hall d'entrée, se trouve le corps de Noémie Wendorf. Elle est étendue face contre terre. Elle a son peignoir de bain sur elle, les cheveux encore mouillés. Les policiers ont conclu que Madame Wendorf devait sortir à ce moment-là de son bain ou de sa douche et qu'elle s'est retrouvée sans doute face à face avec les agresseurs de son mari. Elle a tenté visiblement de fuir, mais malheureusement, le ou les individus ont eu le dessus sur elle, se sont précipités et l'ont frappée à son tour, probablement avec ce même objet contondant qui a servi à tuer Richard Wendorf. À en juger par la température des corps, le décès des 2 époux est tout récent. Les policiers remarquent plusieurs empreintes de chaussures sur les lieux. Elles appartiennent à 2 types de semelles différentes, ce qui amène les enquêteurs à conclure que les Wendorf ont probablement été assassinés par 2 individus. En inspectant la scène de crime,
les policiers n'écartent pas immédiatement la possibilité d'un vol qui aurait mal tourné. Malgré que plusieurs choses clochent. À l'intérieur de la maison, il y avait des équipements électroniques, un téléviseur, magnétoscope, lecteur de CD. Ces objets sont restés en place, ce qui aurait pourtant intéressé un voleur, un cambrioleur. Par contre, la camionnette de Richard Wendorf est manquante. En faisant le tour de la propriété, l'agent Jeffrey Taylor découvrira d'autres empreintes, dont le motif des semelles correspond à celui des empreintes trouvées à l'intérieur. Pour les enquêteurs, la position de la maison des Wendorf, un secteur rural très isolé, exclut l'hypothèse d'une violation de domicile commise au hasard. L'idée que des agresseurs se soient introduits chez les Wendorf uniquement pour voler leur camionnette leur semble très invraisemblable. Donc, l'hypothèse du vol n'est pas écartée d'emblée, mais elle semble invraisemblable. Les policiers vont alors se tourner vers les proches et, élément d'autant plus inquiétant, la plus jeune, la cadette des filles Wendorf, Heather Wendorf, est manquante. Tandis que les experts passent la résidence des Wendorf au peigne fin, les enquêteurs du bureau du shérif de Lake County interrogent les amis proches de Heather, à commencer par Jennifer, sa propre sœur aînée. En interrogeant Jennifer Wendorf, celle qui a logé l'appel au 911, on commence à lui demander s'il y avait des gens dans l'entourage de sa sœur, des personnages un peu louches qui auraient pu en vouloir à ses parents, qui auraient pu commettre un crime comme cela. Et Jennifer Wendorf va en fait sortir le chat du sac en disant « Heather Wendorf, ma sœur, a beaucoup changé au cours des derniers mois et en particulier après avoir rencontré un curieux individu, un personnage du nom de Roderick Farrell. » Au fil de ces interrogatoires, les policiers découvriront une adolescente marginale et troublée, animée d'un goût immodéré pour le macabre. Il y avait chez elle quelque chose de rebelle. Elle portait des vêtements foncés, tenait toutes sortes de propos bizarres. Elle était impliquée dans diverses activités en lien avec le paranormal. Elle aimait le style gothique, une personnalité très discrète. Mais elle avait beaucoup d'animosité à l'égard de ses parents, comme beaucoup d'adolescents. Parce que les parents imposent des restrictions. Ne va pas là, ne fais pas ça, je n'aime pas ce garçon, t'es trop maquillée, ta jupe est trop courte. Ce genre de remarques. Ses amis et elle font partie d'un cercle d'adolescents fascinés par le surnaturel et la sorcellerie. Cette marginalité se serait accentuée après sa rencontre avec Rod Farrell, un obsédé des histoires de vampires. Rod Farrell était le produit d'une grossesse d'adolescente. Sa mère n'avait que 17 ans lorsqu'elle lui a donné naissance. Son père était également un adolescent. Peu de temps après le mariage, le père de Rod est entré dans l'armée et les a abandonnés. Peu après, il a demandé le divorce. Ils ont alors déménagé à Murray, où vivaient ses parents. Et les parents ont pris soin d'eux. Durant ses quarts de travail, Sandra confie Rod à ses parents, Harold et Rosetta Gibson, de fervents pentecôtistes qui ne cessent de reprocher à leur fille d'être une mauvaise mère. Essentiellement, elle courait les bars, fréquentait des hommes, et c'était une mère incompétente qui négligeait son fils. Comme Rod grandissait, elle le laissait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Et de fait, s'il n'avait pas eu l'idée de s'intéresser au culte démoniaque, elle aurait été bien capable de lui mettre ça elle-même dans la tête. Coincé entre une mère frivole et des grands-parents bigots, le jeune Roderick a de la difficulté à trouver son identité. C'est clair que quand on a une enfance instable, des substituts de parents qui sont trop rigides, qui en même temps, une mère qui, elle, était à l'opposé, qui semblait pas avoir vraiment de limite dans ce qu'elle faisait, c'est clair que ce que ça va envoyer comme message à l'enfant, c'est extrêmement confondant. D'un côté, il y a la rigidité des parents, des grands-parents qui jouent le rôle parental. De l'autre côté, la mère qui se permet un peu n'importe quoi. Dans ça, peut-être aussi un peu d'hypocrisie, dans le sens que lui disait que ses grands-parents qui donnaient une apparence d'être très religieux et d'avoir des principes importants, qui auraient même été agressés par ce grand-père-là. Son grand-père l'avait amené dans les bois. Il avait été témoin de rituels dans ces bois.
Et il avait été molesté par ces individus. Si effectivement c'est vrai, mais c'est le triomphe du mal sur le bien pour un enfant. C'est le triomphe de l'hypocrisie. Donc c'est pas surprenant qu'il ait pu accumuler beaucoup de colère, beaucoup de frustration et qui j'ai envie de dire, abdiquer le fait de faire confiance dans la réalité pour se réfugier dans une espèce de fantasmatique qui répondait beaucoup plus à ses besoins. Secte satanique ou non, l'enfance du petit Rod est plutôt atypique. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, son père, qu'il ne voit que très rarement, l'initie au jeu de rôle Donjons et Dragons. Pour Rod, c'est un nouvel univers qui s'ouvre à lui, un monde magique peuplé de créatures fabuleuses. C'est également à cette époque que sa mère, Sandra, une férue d'occultisme, lui apprend la lecture du tarot. Si bien que Rod aura de plus en plus de difficultés à tracer la frontière entre réalité et monde imaginaire. C'était très important cette période-là où il a découvert l'univers du fantasmatique, dans le sens que on peut se permettre de jouer des jeux de rôle. Et les adultes semblent donner de l'importance à ça. Et dans ces jeux de rôle-là, on peut faire n'importe quoi. On peut être n'importe qui. On n'est plus obligé d'être dans cette réalité-là qui semble être très décevante pour lui. Donc, il semble avoir accroché beaucoup à ces jeux-là de fantastique où il pouvait devenir le personnage, incarner ce personnage-là, et là, ça devient satisfaisant. Et qui a été happé par cette réalité-là parallèle plutôt que la réalité qui était décevante, on n'est pas surpris pour quelqu'un comme lui. Au début de l'adolescence, ses troubles de comportement s'accentuent. Il pratique l'autoscarification. Il présente des signes évidents de dépression et parle ouvertement de suicide. On retrouve déjà ici, dans l'adolescence de M. Farrell, des symptômes de personnalité limite. Des gens qui ont une espèce de sentiment de vide, qui ont beaucoup de colère, qui vont s'auto-mutiler pour dissiper la frustration qu'ils peuvent avoir. C'est déjà tout présent à l'adolescence. Le recours aux substances, s'intoxiquer, encore là, pour remplir ce sentiment de vide-là. Tout est déjà présent pour qu'il développe une personnalité antisociale avec des caractéristiques limites importantes. Il boit régulièrement de l'alcool et fume la cigarette et de la marijuana, parfois même en compagnie de sa mère. Roderick Farrell est un enfant unique, mais sa mère, assez curieusement, Sandra Gibson, au lieu de vouloir être la mère de Roderick Farrell, a préféré être son amie. Et elle a laissé son autorité parentale de côté et elle a laissé finalement son fils s'enliser dans toutes sortes d'éléments d'imagination sans exercer cette autorité parentale qui aurait pu être pour Roderick Farrell salvatrice. Le 25 novembre 1996, en Floride, Jennifer Wendorf découvre ses parents assassinés. Sa sœur cadette Heather a disparu et l'enquête policière se concentre sur son ami Rod Farrell, un adolescent essentiellement élevé au Kentucky par ses grands-parents Harold et Rosetta Gibson. Au printemps de 1993, Harold et Rosetta prennent leur retraite et déménagent à Eustis, en Floride, où Rod et Sandra viennent rapidement les rejoindre. Inscrit à l'école secondaire d'Eustis, Rod Farrell se frotte régulièrement à la direction qui lui reproche son manque d'intérêt et de motivation pour les matières académiques. Parfois, il s'absentait des cours, parfois il y allait. Il n'était pas motivé à travailler pour atteindre un but quelconque. Il se contentait d'être là. Rod Farrell fréquentait l'école, mais dès son très jeune âge, il était autorisé à jouer à des jeux de fantaisie comme Donjons et Dragons, sans surveillance parentale. Alors que la mère se désintéressait complètement de ses devoirs maternels, de leur côté, les grands-parents n'avaient pas le droit de discipliner Rod. C'était l'entente que Sandra Gibson, la mère de Rod, avait convenue avec ses parents lorsqu'elle vivait chez eux avec son fils. C'est là qu'il fera la connaissance de Heather Wendorf, une adolescente un peu paumée. La jeune femme est impressionnée par Rod. À l'école, Rod était un nouvel élève, ce qui attirait l'attention. Il soutient qu'il est un vampire qui vit depuis des siècles, du nom de Vesago. Je crois que Rod n'aimait pas la personne qu'il était. Il n'aimait pas son identité de type étrange, parce que c'était ce qu'il était, et qu'il sera toute sa vie.
Alors il a décidé qu'il était un authentique vampire. Et comme Vesago l'attirait beaucoup, alors il est devenu Vesago. Un nom emprunté à un personnage tiré du film d'horreur Hideaway. Mais c'est surtout son discours qui séduit Heather. Rod Ferrell semble à des années-lumière des autres garçons. Il parle d'occultisme, d'ésotérisme et de prophétie. Il porte autour du cou un crucifix inversé, le symbole universel du satanisme. Sa voix est posée et il semble sensible aux vibrations des autres. Il raconte qu'il est un ange déchu et qu'il est en fait un vampire âgé de 500 ans. L'idée qu'il pourrait être un vampire, c'est grandiose, ça lui donne de l'importance, ça lui donne des pouvoirs, ça lui donne un ascendant sur des gens quand il va se présenter devant ces gens-là. Ça lui permet aussi d'avoir un ascendant sur des gens qui ont un peu les mêmes croyances ou qui vivent un peu dans ce mode de vie-là en se présentant lui comme étant un vampire. C'est clair que cette identité-là lui permettait d'être quelqu'un dans la vie, ce qu'il n'était pas dans la réalité. Le maître des enfers l'aurait d'ailleurs recruté pour rassembler une armée infernale composée de jeunes Américains. Dans son délire, ce Roderick Farrell a regroupé autour de lui des jeunes tout à fait paumés qui vont adhérer à ses visions sataniques et gothiques. Et Heather Wendorf fait partie de ces jeunes qui ont été charmés par les histoires rocambolesques de Roderick Farrell. Au printemps de 1995, Rod est expulsé de l'école secondaire d'Eustis. Rod avait de la difficulté à l'école et on avait tenté de l'aider. Le conseiller pédagogique voyait qu'il avait des problèmes, qu'il s'absentait des cours. Finalement, on l'a inscrit dans un programme spécial où il recevait plus d'attention. Mais il a été expulsé parce qu'il ne se présentait pas à l'école. Il passe alors ses journées à dormir et ses nuits à arpenter les rues et le cimetière Greenwood, son lieu de prédilection. À l'automne 1995, sa mère et lui retournent vivre à Murray, au Kentucky. Rod reprend alors les cours au Callaway County High School, où son caractère rebelle lui attire de nouveaux ennuis. Entre janvier et mai 1996, pas moins de 22 réprimandes seront portées à son dossier, dont une pour avoir menacé de trancher la gorge à l'un de ses professeurs. Finalement, il sera là aussi expulsé de l'école. À cette époque cruciale de sa vie, l'adolescent est sur une pente dangereuse. Il s'investit de plus en plus dans ses histoires de vampires, ainsi que dans son personnage de Vesago. Il faisait des trucs assez inquiétants. Il se bagarrait, il circulait en ville en essayant de passer pour un oiseau de malheur, et ça marchait. Rod Ferrell était le leader d'un groupe de jeunes qui squattaient des maisons abandonnées, qu'il baptisait l'hôtel du vampire. Les jeunes aimaient fréquenter ces endroits parce que personne ne les embêtait. Alors ils se retrouvaient là pour s'adonner à leur rituel de vampire. C'était davantage des jeux d'enfants que quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, les vampires n'existent pas, mais eux aimaient croire qu'ils existent. Stephen Murphy, un membre du gang des vampires, devient alors le meilleur ami de Rod. C'est un jeune homme qui a 3 ans de plus que lui et qu'il a rencontré au Callaway County High School. Si Rod se définit comme un vampire, Stephen est plutôt du type sataniste, et c'est lui qui initie Rod à Vampire the Masquerade, un jeu de rôle semblable à Donjons et Dragons, mais dont les personnages se réclament davantage de l'univers diabolique. Stephen Murphy encourage donc Rod Ferrell dans ses divagations vampiriques. Pendant qu'il était au Kentucky, Rod fréquentait un groupe où on jouait à ce jeu nommé Mascarade du vampire, qui est un jeu de rôle. Et de fait, quelques jeunes ont commencé à croire à la réalité du personnage qu'ils incarnaient dans ce jeu de mascarade. Comme si ce n'était pas suffisant pour exacerber les comportements vampiriques de Rod, Sandra, sa mère, contribue elle aussi à alimenter ses divagations. Sa mère semblait porter
porter foi aux croyances vampiriques. Donc, c'est très, très facile pour M. Farrell de glisser dans cet univers-là en se disant « Ma mère qui a une vie un peu éclatée croit à ça, elle investit ça. Puis à ce moment-là, si ma mère croit à ça, moi aussi, je vais me mettre à y croire et je vais être un des personnages les plus importants dans cette histoire-là. » Il est également fascinant de constater que dans l'appartement qu'occupaient Rod et Sandra, Sandra avait tracé un pentagramme sur toute la surface du plancher du séjour. Elle était donc activement impliquée, en ce sens qu'elle l'encourageait en fournissant des ressources pour que Rod puisse s'habiller, pratiquer son style de vie et son attitude. Dans ce sens, il y avait là une sorte d'encouragement par la mère. Un beau jour, une bagarre à coups de poing a éclaté et Rod a perdu. L'autre garçon est parti avec la plupart des jeunes. Qu'à cela ne tienne, comme c'est un manipulateur né, Rod trouve rapidement d'autres adeptes. Son nouveau cercle d'amis se compose bientôt de sa petite amie Charity Kesey, de Howard Scott Anderson et de Dana Cooper. Cooper était la plus âgée. C'était une jeune adulte souffrant de troubles fonctionnels, plutôt solitaire, sans amis. Et lorsqu'elle rencontre Chelsea et les autres, elle sent naître en elle une sorte de sentiment de complicité. Chelsea était très jeune, encore adolescente, issue d'une famille divorcée. Encore une fois en quête d'une sorte d'ancrage, en quête de valeurs auxquelles croire et se raccrocher. Et même chose pour Anderson. Anderson qui venait d'une famille extrêmement pauvre. Rod faisait en quelque sorte figure de Peter Pan. Il leur offrait de l'espoir, en ce sens qu'il était doté de cette formidable imagination. Outre ce trio, Rod continue d'entretenir des liens avec ses amis de Floride, en particulier avec son ex de l'époque, Janine Leclerc et Heather Wendorf. Heather Wendorf téléphonait à Rod au Kentucky pour se plaindre de ses parents qui abusaient d'elle. Je ne crois pas que ses parents aient eu le moindre indice qu'elle passait autant de temps au téléphone, parce que ce n'est pas eux qui payaient ses communications. La facture était payée à Murray. Fin octobre 1996, Rod et Scott sont arrêtés à Murray pour avoir mutilé des chiots dans un refuge pour animaux, où ils ont pénétré par effraction. Ils avaient torturé les chiots à mort. Ils leur avaient arraché les pattes et avaient emporté des bouts de corps avec eux pour, on le suppose, se livrer à des rituels sataniques en utilisant ces morceaux de cadavres. Les adolescents sont formellement accusés, mais Rod prend l'affaire en riant. Face au shérif Stan Scott, il se vante que la justice ne peut rien contre lui, car il est immortel. Les accusés sont relaxés en attendant d'être jugés par un tribunal juvénile. Ainsi, d'une part, il pratique un style de vie qui est amusant et agréable, mais d'autre part, il y a certains aspects de ce mode de vie qui l'entraînent vers une zone déstructurée, où on observe une perte de respect pour la vie. Lorsqu'on l'encourage, par exemple, à montrer ce qu'il peut faire en tuant des animaux. Après l'incident du chenil, Rod sent que l'heure est venue pour lui de tirer sa révérence. Il explique à Charity, laquelle est enceinte de lui, qu'il veut partir. Il rêve de la Nouvelle-Orléans, une ville qu'il a visitée lorsqu'il était enfant. Après tout, n'est-ce pas là le pays du vaudou, de la magie, des zombies et des vampires? Il confie aussi à Charity qu'il ressent de plus en plus souvent cette étrange pulsion de tuer quelqu'un. Dès l'adolescence, féru du jeu Vampire the Masquerade, Rod Farrell se captive pour le vampirisme. Rapidement, Rod réunit autour de lui un groupe d'amis qu'il arrive à convaincre de partir pour la Nouvelle-Orléans, où, leur dit-il, ils pourront se joindre à des groupes d'adeptes du vampirisme. Son projet séduit ses amis du gang des vampires. Ainsi, Charity, Howard et Dana lui font savoir que lorsqu'il sera prêt, ils seront du voyage avec lui. Ils ont décidé qu'avec ses amis, ils prendraient la voiture pour aller chercher Heather, qui elle aurait plusieurs autres jeunes avec elle. Ensuite, ils se rendraient à la Nouvelle-Orléans où ils pourraient tous devenir de vrais vampires.
Et comme tout le monde le savait à l'époque, à la suite de la publication du roman de Anne Rice, Entretien avec un vampire, tout le monde savait que la Nouvelle-Orléans était un nid de vampires. Le vendredi 22 novembre 1996, Rod Ferrell, accompagné de Howard Scott Anderson, Charity Kesey et Dana Cooper, quitte le Kentucky en direction de la Floride. Au cours des mois précédant ce projet, il y avait eu un nombre considérable de coups de fil entre Heather Wendorf et Rod Ferrell. Elle souhaitait voir ses parents morts. Elle était en colère contre ses parents. Elle disait « Je hais mes parents. Je déteste mon père. Je déteste ma mère. » C'est ce que Rod entendait. C'est pourquoi il est revenu vers Eustis. Parce qu'elle avait besoin de son aide. Ils se sont rendus en Floride à bord d'une voiture que les parents de Scott lui avaient offerte pour ses 16 ans. Arrivé à Eustis, la bande se rend chez Shannon Yohe, une connaissance de Rod. Elle est assez surprise de constater à quel point il a changé. Ce soir-là, Rod lui demande de téléphoner à son ex, Janine Leclerc, avec laquelle il n'a jamais cessé de correspondre. Il sait également que Heather Wendorf se trouve en compagnie de Janine. Pendant un moment, il échange avec les deux adolescentes et échafaude quelques plans. Puis, Rod et sa bande quittent le domicile de Shannon quelques minutes après. Plus tard, Rod retrouvera Janine Leclerc dans un boisé près de chez elle. Il lui explique alors que sa bande et lui s'apprêtent à prendre la route de la Nouvelle-Orléans et qu'il aimerait bien qu'elle se joigne à eux. Une nouvelle vie nous attend là-bas, dit-il. Il précise qu'il a fait une proposition similaire à Heather et que celle-ci est d'accord pour les accompagner. Janine est réticente, car avec ses longs cheveux noirs et son teint blafard, Rod lui apparaît plus inquiétant que jamais. Finalement, elle lui répond qu'elle prendra sa décision dans les prochaines heures. Le lendemain midi, Rod retrouve Heather Wendorf dans le cimetière de Greenwood. Pendant un long moment, il marche entre les pierres tombales, conversant à propos de vampires et de démons. Derrière un bouquet d'arbres, ils se tailladent l'avant-bras et lèchent mutuellement leur sang. Ce rituel, explique Rod, est une sorte de communion. Pour devenir immortelle, Heather devra apprendre des incantations magiques. Mais ce baiser de sang, lui confie Rod, la place déjà dans l'antichambre de ce monde des ténèbres, sur lequel il règne en maître. Au cours de cet échange, Heather réitère son souhait de fuir vers la Nouvelle-Orléans. Nous partons ce soir, lui confie Rod. Ce même 25 novembre, en fin d'après-midi, Rod débarque de nouveau chez Shannon, qui est seule chez elle. Rod lui explique alors qu'ils ont eu une crevaison, que leur vieille Buick ne va pas très bien et qu'il doit se servir de son téléphone. Il contacte Heather Wendorf et finalise les derniers détails de leur fugue. Après avoir raccroché, il se tourne vers Shannon et lui annonce qu'ils vont voler la camionnette des parents de Heather et que pour y arriver, il va devoir assassiner le couple Wendorf. La jeune femme est horrifiée et tente de le dissuader de mettre son plan à exécution. Rod explique qu'il n'a pas d'autre choix et sur ce tourne les talons et quitte la maison. Ce soir-là, vers 19h, Heather Wendorf se glisse par la fenêtre de sa chambre et quitte la maison familiale pour retrouver ses amis stationnés un peu plus loin. Rod lui dit alors de monter à bord de la voiture, que Howard et lui les retrouveront plus tard au domicile de Janine Leclerc. Les deux jeunes traversent alors l'immense terrain en se dirigeant vers la résidence des Wendorf. Howard Scott Anderson sur les talons, Vézago pénètre dans la maison. Et ils sont entrés par le garage. Une fois dans le garage, ils ont attrapé un pied de biche, puis sont entrés dans la maison. Sur la pointe des pieds, ils traversent le corridor. Les adolescents entendent alors des bruits de voix en provenance de la pièce voisine. Monsieur Wendorf dormait sur le divan, faisant face à la télévision. Sans faire de bruit, les intrus s'avancent jusqu'à la cuisine. Là, ils entendent un chuintement caractéristique. Quelqu'un, sans doute Madame Wendorf, est en train de prendre une douche.
Pendant que Howard s'avance dans le corridor pour aller couper le fil de téléphone dans la chambre du fond, Rod, tout à fait calme, se sert un soda. Les adolescents retournent ensuite dans la salle de séjour, où Richard Wendorf est toujours assoupi devant la télé. Tenant solidement le pied de biche par une extrémité, Rod lui en assène plusieurs coups violents à la tête. L'homme de 49 ans ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Son massacre achevé, Rod soulève le corps pour le fouiller. Dans la poche de son jean, il trouve un portefeuille et à l'intérieur, une carte de crédit Discovery. Ils tentaient de trouver les clés du véhicule Explorer qu'ils avaient l'intention de voler, ainsi que des objets de valeur. Et ils cherchaient à sortir de la maison avant que Mme Wendorf ne sorte de la douche. Après avoir assassiné M. Wendorf, il est allé dans la cuisine et c'est à ce moment-là qu'il est tombé face à face avec Mme Wendorf qui tenait un café à la main. Et pour essayer d'échapper aux agresseurs, elle a lancé le café sur Roderick Farrell et ça a eu pour effet de le mettre en colère. C'est là qu'il s'est jeté sur Mme Wendorf pour la frapper également avec le pied de biche. Je ne sais pas s'il a eu le temps de réfléchir. Je crois plutôt qu'il n'a fait que réagir. C'était de la rage, un réflexe de rage brutale. Une fois leur violence assouvie, les jeunes fouillent la maison en quête d'argent, de bijoux et surtout des clés du camion de Richard Wendorf. Rod Farrell, le leader du gang des vampires, a convaincu la jeune Heather Wendorf de se joindre à sa bande et de fuguer vers la Louisiane. Après avoir assassiné les parents Wendorf, Rod et Howard s'emparent de la voiture du couple et vont rejoindre le reste de la bande. Entre-temps, Janine Leclerc, qui attendait le gang devant chez elle, se ravise et décide de ne pas faire partie du voyage échafaudé par Rod. Comme elle rentre chez elle, elle est interceptée par Susan, sa mère, qui la questionne sur ses allées et venues. Janine avoue que Heather Wendorf et elle avaient l'intention de fuguer en Louisiane avec Rod Farrell et son gang des vampires. Aussitôt, Susan Leclerc téléphone aux Wendorf pour les informer de ce qui se trame, mais personne ne répond au téléphone. Constatant que Janine n'est pas au lieu convenu de la rencontre, Dana, Charity et Heather rejoignent Rod Farrell et Howard Scott Anderson à l'intersection des routes 417 et 1792. En découvrant que Janine Leclerc n'est pas avec eux, Rod est déçu, mais il est hors de question de faire demi-tour. Pendant que Howard s'affaire à interchanger les plaques d'immatriculation de la Buick et de l'Explorer, Rod annonce à Heather que lui et Scott ont assassiné ses parents. Elle est en état de choc. À 35 km de là, Jennifer, la sœur de Heather, découvre ses parents assassinés. Elle se précipite dans la chambre de sa sœur pour appeler les urgences. Quelques heures après l'assassinat du couple Wendorf, des policiers du comté voisin de Seminole vont trouver une voiture abandonnée sur le bas-côté de la route. En comparant le numéro de la plaque numérologique, ils vont découvrir que le numéro de la plaque correspond à la camionnette des Wendorf. Alors évidemment, les policiers concluent que la voiture doit sans aucun doute être celle des assassins ou des fuyards et qu'ils ont fait un transfert de plaque pour finalement essayer de détourner les pistes. Les policiers vont donc procéder à ce moment-là via le numéro de série de la voiture. Ils vont identifier la voiture, ils vont associer la voiture à son propriétaire, un certain Howard Anderson, qui habite à ce moment-là au Kentucky. Rejoint chez lui, le Howard Anderson en question va raconter que la voiture n'est pas la sienne en fait, mais celle de son fils Howard Scott. Alors à ce moment-là, et que ce Howard Scott est un proche ami de ce Roderick Farrell. Alors les policiers commencent déjà à ce moment-là à se douter de ce qui s'est produit. Scott et Farrell sont probablement partis avec Heather Wendorf. Alors un avis de recherche est lancé à ce moment-là. On cherche une camionnette avec une plaque du Kentucky, plaque qui correspond à la voiture de Howard Scott. Dans la soirée du 27 novembre, le bureau du shérif de Lake County en Floride
lance officiellement un mandat d'arrêt au nom des 5 fugitifs. En plus du mandat d'arrêt, les enquêteurs demandent à leurs collègues de Bâton Rouge de porter un intérêt particulier à tout véhicule de marque Ford Explorer. Rod et sa bande ont conduit depuis Eustis jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Ils n'avaient plus d'argent. Ils avaient volé une carte de crédit sur le corps de M. Wendorf, dont ils s'étaient servis en route pour payer l'essence. Ils sont arrivés à la Nouvelle-Orléans et après avoir passé la nuit à faire le tour de la ville, ils ont décidé qu'ils voulaient vraiment rester là. Alors ils se sont rendus jusqu'à Bâton Rouge, la capitale de l'État. Ils n'avaient plus d'argent, ils avaient peur et ne savaient vraiment plus que faire ni où aller. Charity Kesey, l'ami de Rod, originaire de Murray au Kentucky, a alors téléphoné à sa mère qui vivait au Dakota du Sud en espérant pouvoir lui soutirer de l'argent. Jodie Remington, laquelle est à l'emploi du bureau du shérif du comté, explique à sa fille qu'elle sait tout, qu'elle a suivi leur histoire à la télévision. Comme les jeunes n'ont nulle part où aller, Jodie lui dit de trouver un hôtel. Une fois sur place, elle n'aura qu'à demander aux responsables de communiquer avec elle pour finaliser la location des chambres par carte de crédit. 30 minutes après cet appel, Jodie reçoit un second coup de fil de sa fille. Charity et ses amis se trouvent à présent dans le lobby du Howard Johnson Plaza Hotel. La mère a alors dit à sa fille, « Laisse-moi parler avec la personne en charge de la réception. » Elle a expliqué qu'elle travaillait au bureau du shérif au Dakota du Sud et lui a donné son numéro de carte de crédit. Elle a demandé à ce qu'on donne une chambre aux jeunes, qu'on leur donne quelque chose à manger et qu'on s'occupe d'eux pour la nuit. Une fois cet appel terminé, elle a repris son téléphone et appelé le shérif de Murray, qui, lui, a contacté les autorités de Bâton Rouge. Éventuellement, les policiers du côté de Bâton Rouge vont arrêter les 5 jeunes liés à l'assassinat du couple Wendorf. Leur cavale aura duré 3 jours. Au poste de police de Bâton Rouge, en échange de son témoignage, Rod Farrell est autorisé à voir sa copine, Charity Kesey. Farrell, au moment de son arrestation, très rapidement va assumer la responsabilité du crime. Il avoue que c'est lui qui a tué le couple Wendorf. Il raconte que lorsqu'il est entré, qu'il a vu M. Wendorf assoupi sur le divan, il a décidé de le frapper avec un pied de biche qu'il avait trouvé dans le garage et qu'à ce moment-là, il n'avait pas ouvertement l'idée d'assassiner le couple au moment de s'introduire dans la maison. L'idée était de voler leur véhicule, voler également un peu d'argent. Et soudainement, en voyant M. Wendorf étendu sur le divan, l'idée lui a pris comme ça de le tuer pour voir à quoi ressemblait, quel serait le feeling, le sentiment de tuer une personne. Il va accepter la responsabilité du crime en essayant de disculper ses acolytes et en particulier Scott Anderson qui l'accompagnait dans cette maison. Scott se contentait de me suivre comme un petit chien, précise Farrell. Dans la soirée du 28 novembre 1996, suite à l'appel de Jodie Remington et en lien avec le meurtre de Naoma et Richard Wendorf, les policiers de Bâton Rouge procèdent à l'arrestation de Roderick Farrell et de son gang des vampires. Une semaine plus tard, les suspects seront extradés vers la Floride. Et au moment de son arrestation, Roderick Farrell aime bien tout l'intérêt que les médias lui portent. Au moment de sortir, par exemple, de la voiture de police, il va regarder les médias, il va grimacer, prendre des pauses devant les caméras. D'ailleurs, par son attitude, il rappelle un peu ce Charles Manson au moment de son arrestation. Et des médias vont d'ailleurs tracer ce parallèle-là entre Roderick Farrell et Charles Manson. Et pourtant, l'évolution des deux personnages est excessivement différente. Un individu qui a besoin de valorisation, qui a besoin de se sentir admiré. Ce besoin-là était tellement fort qu'il dépassait même le besoin de se protéger. On a quand même quelqu'un qui a commis un crime, quelqu'un qui est recherché, et le besoin pour lui d'être admiré dépasse ce besoin-là primaire de protection, j'ai envie de dire. Ça soulignerait, selon moi, à quel point cet individu-là était narcissique. Le 17 décembre 1996, Roderick Justin Farrell, Charity Kesey, Howard Scott Anderson et Dana Cooper
sont formellement accusés des meurtres des époux Wendorf. Les inculpés seront jugés séparément et pour les 3 jeunes encore mineurs, soit Farrell, Kesey et Anderson, les autorités judiciaires décident qu'ils seront jugés par un tribunal pour adultes. En ce qui concerne Heather Wendorf, les chefs d'accusation sont pris en délibéré, car pour le procureur Brad King, il est impératif de savoir si l'adolescente était au courant du plan meurtrier de Rod Farrell. Ils ont tous été accusés sous le chapitre de ce que nous appelons en Floride felony murder ou meurtre par association. Cela s'applique lorsqu'un ou plusieurs crimes sont commis et qu'une mort survient durant la perpétration de ce crime. Une personne peut alors être accusée de felony murder. Alors, comme ces jeunes gens avaient parlé de leurs intentions alors qu'ils étaient dans la cuisine d'une amie, le grand jury a eu vent de cette information et il a jugé qu'ils étaient partiellement responsables de ces actes parce qu'ils savaient ce qui allait se passer, qu'ils ne l'ont pas empêché et qu'ils se sont entraidés pour quitter les lieux et se rendre en Louisiane. Rod Farrell a été accusé de 2 meurtres au premier degré et de 2 vols à main armée. L'un pour le véhicule, l'autre pour la carte de crédit. Son co-accusé, Scott Anderson, a été mis en accusation pour des motifs similaires. Dana Cooper, l'une des filles qui s'était jointe à eux, a été accusée des mêmes chefs et elle a été condamnée pour 2 meurtres au 3e degré et de participation directe pour vol à main armée et infraction. Charity Kesey a également été accusée de complicité pour vol à main armée et de 2 meurtres au premier degré. Finalement, elle a été condamnée elle aussi pour 2 meurtres au 3e degré. En janvier 1997, à Ocala, en Floride, Heather Wendorf se présente devant un grand jury où elle soutient qu'elle n'était pas au courant des desseins assassins de Rod Farrell. Heather a été emprisonnée durant plusieurs semaines avant de faire face au grand jury qui devait déterminer si elle serait mise en accusation. Et le grand jury ayant refusé de la mener en procès, toutes les charges contre elle ont été retirées. En conséquence, mis à part le temps qu'elle aura passé en prison en attente des procédures, elle rentrait à la maison parfaitement libre. Heather quittera le tribunal libre comme l'air, son seul crime étant d'avoir cru aux fadaises de Vesago. Les 2 adolescents ont été jugés séparément. Scott a accepté une entente avec la poursuite pour échapper à la peine de mort. Et il a reçu 2 sentences consécutives de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Rod Farrell a également plaidé coupable. Il a d'abord voulu aller en procès, mais il a plaidé coupable avant que le jury ne soit formé. On a alors formé un jury afin de déterminer s'il serait condamné à mort ou à la prison à vie. Le 27 février, le juge le condamne à mourir sur la chaise électrique. Charity Kesey, qui entre-temps a perdu l'enfant qu'elle portait, sera condamnée à 10 ans de réclusion. Le fait qu'elle n'ait eu que 15 ans au moment des faits explique la sympathie du jury et la légèreté de sa peine. Elle a été libérée en mars 2006. Dana Cooper, la seule accusée véritablement majeure au moment de l'assassinat des Wendorf, est condamnée à 17 ans et 6 mois de réclusion. Elle bénéficiera d'une libération conditionnelle en octobre 2011. Rod Farrell a été condamné à mort. Il a reçu 2 condamnations à mort et il a été condamné à la prison à vie pour chacune des accusations de vol à main armée. En appel, j'ai réussi à faire réduire sa condamnation à mort en un emprisonnement à vie. Le 17 novembre 2000, Rod Farrell, le plus jeune meurtrier incarcéré dans le corridor de la mort en Floride, voit sa condamnation à la peine capitale commuée en peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Rod Farrell avait 16 ans au moment des meurtres du couple Wendorf. À cette époque, la loi de Floride autorisait qu'il soit jugé en tant qu'adulte et condamné à mort. Pendant que sa cause était en appel, la Cour suprême a jugé inconstitutionnel le fait de condamner un accusé juvénile à mort. C'est ainsi
que sa condamnation à mort a été annulée. En 2002, l'affaire des vampires du Kentucky sera librement portée au petit écran dans un docudrame intitulé The Vampire Clan. Rod Ferrell, qui rêvait tant d'immortalité, devra se contenter de la célébrité fugace du monde de la télévision.